Bonjour les furies-jambistes, aujourd'hui on va attaquer un gros morceau. Ouais, un gros morceau. Bordel, je viens de me répéter. Je déteste le connard qui écrit mes textes. Bref, je vous propose avec ce média vidéo l'analyse et review des plus complètes du film Five Nights at Freddy's. Comment dire que oui, on l'a attendu. Je vais aborder plusieurs points, vous avez les chapitres et la description, si vous voulez ne pas tout vous taper. Ce qui serait logique et cohérent, vu que on va commencer avec les résumés, avec et sans spoil. En avant, Guingamp. L'intrigue nous présente Mike, vivant seul et devant s'occuper de sa petite sœur. Suite à un problème avec son travail, et aussi sa famille qui pue la merde, on peut le dire, doit trouver un moyen de prouver qu'il est apte de gérer un enfant. Il va donc rencontrer un certain Steve Raglan, oui on dit Raglan et je vous en... qui va l'orienter vers un job de gardien de nuit dans une pizzeria, à l'abandon. Et ça va pas se passer comme prévu. Alors voilà, le résumé était incroyable, je sais... Mais ouais, vous avez les outils au pire. Bon, là on va être beaucoup plus long. Alors, le récit commence avec le gardien de nuit qui se fait défoncer pour ne pas dire trucider, tuer, ou peut-être assassiner. Oui, parce que, à part tes chiantes, le meurtre c'est par instinct, et l'assassinat c'est prémédité. Donc, bon, ensuite... attends, je me suis pas trompé de film là. Et ensuite nous vient le générique de toute beauté. Le titre l'intrigue, Mike se lève, c'est Médoc, sa sœur, blabla, on va revenir dessus en analyse, mais bref, au boulot, dans le centre commercial, avec ce qui semble être son collègue slash ami, Mike va prendre des denrées, glace. Quand tout à coup un enfant se fait enlever, Mike accourt pour péter les chicots du ravisseur, mais... c'était juste le père du gosse. Mais ce n'est pas grave, cette péripétie appelle Michael à rencontrer Steve Raglan, qui est conseiller d'orientation pour adultes. Je résume pas très bien, mais tout va basculer quand Steve va lire le dossier de Mike et va tiquer et lui proposer de travailler dans une pizzeria abandonnée. En tant que garde de nuit, j'en fais des caisses. Mike ne peut pas, dû à un problème, ce problème se nomme Abby, pardon. Oui, je suis un connard, je vais lui dire que sa sœur se nommait ainsi. On rencontre la pute, il m'énerve, je veux qu'on me mette la bague au doigt, mais ferme ta gueule. Bref, Mike va dodo et rêve. Il rêve de son passé. Il appelle lurette, il était au camping au Nebraska, et pendant ce camping justement, son frère Garrett s'est fait enlever. Et vu sa gueule, c'est pas une grande perte. Frustré car il rêve de se souvenir pour retrouver le connard qui est responsable de la disparition. Ensuite, l'école, la prof, la tante qui veut récupérer la garde d'Abby, la prof là, c'est qui est gentil, enfin le boulot. Steve explique le lore, mais pas le paranormal. Bref, Mike au boulot, que connasse s'occupe d'Abby, je vous ai déjà dit que je résumais pas très bien. Enfin, il est dans la pizzeria, voilà, cassette de boulot, rencontre les mascottes, enfin, rencontre. Il les voit quand même, hein, et rêve. Sacré bosseur ce Mike. Mais cette fois, coup de théâtre. Il y a 5 enfants. Il fuit. Lui se casse sa gueule. Et fin de la nuit 1. Rentre chez lui, retrouve sa sister. On comprend que la pupute sister est de mèche avec sa tante. Le frère de elle, oui, c'est français, propose de péter le lieu parce que c'est un gardien de nuit. Et si on casse Courte journée car Mike amène son poster du Nebraska au boulot et dodo. Cette fois il rattrape un enfant roux au crochet qui le blesse et au réveil on comprend que c'est foutrement cohérent, mais on y reviendra dans la partie analyse. Et rencontre Vanessa, qu'elle a de beaux yeux. Elle lui explique le même type de lore que Steve, donne le badge de merch et lui montre le show. Fin nuit 2, le lendemain elle sourit, t'es belle. Désolé. Pardon. Elle repart, les casseurs... pas de maman j'ai raté l'avion, hein. Ce n'est pas lié, hein. Moins que... les enfants blonds... Oh mon Dieu. Arrivé, meurt comme des merdes, et oui, on va y revenir. Le plus important, c'est ça.
Was that the bite of 87? Pendant ce massacre, Abby rejette le merch, découvre le document de sa tante qui veut que Mike plus avoir sœur lui. Fermez-la. Il échange avec Vanessa, qui lui explique pour les casseurs. Pas leur mort, hein, mais leurs actes. Mais le soir, plus de babysitteuse. Bref, il prend sa sœur dans la pizzeria. Vous êtes immondes. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes des... Nettoie, rêvez. Abby a eu la chance de câliner. Je suis tellement jaloux. Bref, nouvelle journée courte. Mike est interrogé pour ce qui se passe. Et aussi intrigué. Parce que, bon, c'est pas très logique, quoi. Bon, bref, il y retourne cette nuit. Vanessa est là. Elle lui explique le lore dit paranormal. Le grand JD aurait bien voulu être là. On va y revenir, pas de soucis. Pas sur le grand JD, hein. Idem pour ça. Une préparation de paiement avec des Springlocks. L'accident d'Abby qui joue avec la guitare de Bonnie. Chais Abby Chais. Et Vanessa qui met en garde Mike de ne plus amener sa sœur ici. Le lendemain, Mike fait garder Abby, car il n'a pas le choix, par sa tante. Bref, justice sera rendue. Et seul au boulot, il rêve. Mais cette fois, le rêve est différent. Il interagit directement avec les gosses et il lui propose Garrett. En souvenir, contrôlé contre Abby. En gros, sa sœur contre un rêve où il est omniscient et omnipotent. Le deal est nul, mais il dit oui avant de dire non, mais c'est trop tard et il est mis dans le même piège que le garde de nuit dans la scène d'introduction. Tout est lié. Oui, connard. Foxy le pourchasse. Golden Freddy vient chercher Abby en fumant la tente. C'était dommage que ce soit en chant. Vanessa soigne Mike et lui explique le lore une nouvelle fois. Mais cette fois le lore du Purple Guy, William Afton et c'est sa fille et blablabla. Abby arrive à la pizzeria grâce à un taxi et on apprend que ce William Afton est le responsable de toute cette merde. Putain mais j'écris vraiment mal en fait, je viens de le dire. Et oui, le Purple Guy de la scène des crédits d'ouverture. J'écris vraiment mal. Mike sauve sa sœur, mais course-poursuite. Ils se séparent. Lui face au cupcake et elle face à Foxy. Et elle se fera sauver par Vanessa. William arrive et domine Mike. Pas sur le plan sexuel par contre, calmez-vous. Vanessa le menace, il retire son masque parce que... Je sais pas. Bref, et en fait, c'était Steve Raglan. Il poignarde sa fille, alors qu'Abby dessine le lapin jaune tuant les enfants. Les animatroniques fument Afton avec les Springlocks. I always come back. L'envoie dans les ténèbres. Vanessa à l'hôpital. Spaghetti Superior Pizza. Mike garde sa sœur sans souci. Et enfin, Springtrap, teasing, fin. Je résume pas très bien. Bon alors là on va se marrer. Au niveau du budget on est sur du 20 millions, ce qui est très peu en vrai, mais bon bah ça suffit. Et avec un box-office de 138 millions au moment où j'écris. Bah oui, c'est rentable. La prod commence en 2015 avec la Warner Bros chope les droits. Mais pour des raisons de retard dans la production, c'est en 2017 que Blumhouse chope les droits à leur tour. Pour avoir Chris Columbus en tant que réal jusqu'en 2021, où Emma Tammy le remplacera en 2022. Et en 2019 sort le film Banana Split Movie. Et qui se retrouve à la production? Bah la Warner, le hasard. Parce que bon, alors pour ceux qui savent pas, The Banana Split Movie est un film qui est à la fois bien et à la fois nul, je sais pas vraiment comment le caser, j'ai plus entre deux chaises devant ce film, qui met en scène des animatroniques qui pètent un câble dans un show pour enfants. L'inspiration... bon, vous avez cette vidéo si vous voulez plus d'explications. Bref, les artistes qui ont bossé sur les animatroniques du film sont ceux du Muppet Show de Jim Henson Creator Shop. On ne présente plus Matthew Lillard. Et oui, on ne le présente plus, donc je vais rien en ajouter pour le moment, parce que les chapitres. Le tournage a duré 43 jours en Nouvelle-Orléans, avec du matos pour des mascottes de 2,10 m, une Arri Alexa 65 équipée d'un capteur en grand format pour les amateurs de cinéma. Les autres n'en auront rien à foutre. De toute façon, si vous êtes dans la partie production, c'est soit que vous voulez des anecdotes, soit que vous en avez... non. Merde. Et je n'ai rien ajouté parce que je suis une merde. Ah si, il y a des gosses dans le film. Alors là, je sais pas comment ça fonctionne aux USA, mais sachez que faire tourner des enfants, en tout cas en France, c'est un bordel. Alors, oui, ils ont dû en chier au niveau du plan de travail. Bon alors, est-ce que le film est un bon film ou pas? Eh ben,
Je sais que ça divise internet, et il y a ceux en mode banger absolu meilleur film du monde, et il y a ceux nul à chier pire film du monde. Perso, je suis entre deux. Alors oui, j'ai énormément apprécié le film, j'ai passé un très bon moment, mais il y a quand même des trucs qui puent, et on va commencer par ça de manière à ce qu'on finisse sur du positif. Déjà de l'humour de merde, c'est chiant, ça casse le rythme. T'es pas dans le rime. L'horreur c'est pas présente, donc c'est dommage. Idem pour le gore en vrai, parce que bon, voilà un film d'horreur, mais le film doit toucher un large public. Question de prod. Et Abby est chiante, mais bon, moi je déteste les gosses de base, donc au-delà de ça, en vrai, c'est une relecture de Five Nights at Freddy's. Ce n'est pas un bête copier-coller, certains y voient même du lore. On va y revenir, mais on s'en fout pour le moment. Dans tous les cas, il y a un intérêt. Il y a des éléments cool en termes de mise en scène, l'intro en 8 bits, le plan de transition avec Foxy, j'en passais des meilleurs. Mais tiens, en parlant de ça, je vais vite fait vous expliquer ce qui pue avec la cam, parce que j'ai complètement oublié, et qu'est-ce qui fonctionne. Alors, la mécanique vient des jeux, et là c'est normal, c'est voulu. Ce qui fait la force de cet effet, c'est qu'on ne voit pas les mascottes bouger. On sait qu'elles bougent, mais on ne voit rien. Le principe du hors-champ. On appelle ça la subtilité. Oui, subtilité. Non, pas bien film. Nul. Nul et mauvais. Mais il n'empêche qu'au-delà de certains défauts, le film est cool. Et on a aussi revenir sur l'écriture dans la partie analyse très rapidement, parce que ce film n'est pas débile dans son écriture. J'ai répété 2 fois le mot écriture. Je suis une merde. En termes d'adaptation, comme dit plus tôt, il y a un intérêt, puisque le film se base sur le jeu, et aussi sur le livre, Silver Eyes. Et on va revenir sur la section des œufs de Pâques. Oui, j'aime pas dire easter egg et je vous emmerde. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne adaptation? Parce que c'est différent de l'origine, et surtout mélangé. Je pense que oui, parce que The Silver Eyes, en vrai, il est bof, hein, enfin... Oui, c'est mon avis, je trouve l'histoire, je trouve que l'histoire des livres, elle est plus proche des films Twilight, hein, des trucs pour ados pourris, et ça me fait chier, quoi, par rapport à ce que propose le FNAF à la base. Mais ça, c'est une autre histoire, hein. En tout cas, pour ce qui est des jeux, forcément que c'est différent, connard. T'imagines un plan séquence de merde pendant 1h59 où tu vois un speedrun du jeu? Bref, pour ceux qui n'aiment pas le film, on doit reconnaître qu'au moins c'est une bonne adaptation. Ah, le moment tant espéré, les personnages. Alors, au moment où j'écris, je sais pas si je vais parler de tous les connards du film, hein, on verra si ça a de l'intérêt. Et je vais commencer avec les plus importants. Oui, aussi, voilà un schéma des relations entre les personnages. Je suis pas taré, j'arrête quand je veux, ok? Mike est le personnage principal. Je ne vous apprends rien, mais au-delà de ce statut, c'est un personnage intéressant. Il est tiraillé, dépressif, enfin, un bon perso de Five Nights at Freddy's. Manque plus que l'alcool. L'obsession qu'il a pour son frère le consume petit à petit. Et c'est une fois libéré de ce mal qui le ronge entre remords et frustration, qu'il peut s'épanouir. Un homme qui vit dans la douleur et qui se doit de protéger sa sœur. Seule chose qui est un semblant d'humanité dans son entourage et qui lui permet de ne pas totalement perdre la boule. J'ai du mal avec Abby, non pas que le perso soit mal écrit, mais c'est juste jalousie et énervement. Elle a encalidé Freddy. Bref, j'ai le cul entre deux chaises, donc voilà. Au-delà donc de la note peu objective que j'ai, et donc sur une note objective, putain, j'écris vraiment bien mon texte, Abby n'est pas un étron trempé dans de l'urine. Ok, j'arrête. Il s'agit en effet d'une adjuvante de Mike, mais aussi malgré elle d'une opposante. Elle est le soutien moral. Il rapproche Mike de la vérité, mais aussi de par son statut de casse-couille, opposante malgré elle. Immaturité. Et donc en vrai, elle est bien écrite. Elle est intéressante et mais je vous l'ai dit, je déteste les gosses. Le Purple Guy, le méchant du film. Oui, et oui, j'aime ce connard antagoniste, méchant, appelez-le comme vous voulez. On s'en fout, il est là, il est cool, il est bien écrit et il est peu présent. Et c'est ce qui le rend bien. Parce qu'on sent son aura, sa présence quoi, pendant tout le film. Et oui, et d'ailleurs, si on revoit le film, vu qu'on sait qu'il contrôle les animatroniques, on ressent encore plus son aura. Et Springtrap, etc. etc. J'ai pas d'argument de plus, je parle comme ça pour combler. Bref, réussi, et oui, il revient toujours. Sur une note plus sérieuse, Vanessa, déjà, elle est jolie. Voilà, je voulais le placer ici, même si je l'ai déjà dit. Ah, dans votre bouche, les furies! On a enfin un personnage réel qui est beau, et je vous emmerde! Et oui, ça c'est un modèle 3D, donc je vous emmerde d'autant plus. Je vous déteste! Bref, elle est pleine de mystères, mais surtout met en place le lore pour Mike et un peu pour le spectateur. J'ai plus le nom de cet archétype, mais c'est quelque chose du genre la secrétaire téléphonée ou je sais plus.
Dans tous les cas, ça vient d'un film d'Hitchcock qui commence avec un mec qui marche, et toute la base du film est expliquée en 10 secondes par sa secrétaire qui est au téléphone. Si je me rappelle, il y aura le nom, et si je me rappelle pas, voilà, vous aurez vous aussi le cul entre deux chaises. L'expression est mal utilisée. Elle tient ce type de rôle sans le téléphone, vous l'aurez compris, et passe d'adjuvante à opposante, puis à adjuvante. Et on apprend que c'est la fille de William. Mais si vous avez vu le résumé avec le spoil, bah, vous devez le savoir. Le personnage est mis hors jeu à la fin, mais pas morte, en tout cas, ne semble pas. Parce que ce serait bizarre de mettre un cadavre dans un hôpital. Léger opposant, j'ai du mal à voir leur intérêt. Je veux dire, juste Mike qui a des problèmes de thunes, ça pouvait suffire. Hein. Enfin, et pour une scène de violence de la part des animatroniques, ouais quoi, j'avoue avoir du mal avec leur réelle fonction. Mais outre ça, ouais en vrai c'est pas non plus incroyable comme analyse, mais après c'est pas les plus importants, hein. On a déjà fait le gras, là on s'amuse. Hein. Bah tout comme, bah là c'est surtout pour vous donner un peu de lore, mais on n'est pas encore dans la section, donc ce qui compte c'est le lien qui met Mike avec les fantômes en relation et qui lance les péripéties, parce que sinon ça aurait été chiant. Donc il y a un intérêt narratif, bien plus qu'avec les autres connards. Bon là ça va être un peu fanservice, on va pas parler des autres packs, vous en faites pas, vous allez comprendre, pas de panique. Juste ici, les mascottes que l'on voit, donc Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, le show principal, le costume de Springlock, Springtrap, le costume de Golden Freddy, l'endosquelette de base, Sparky, et là, et ce qui semble être soit Shadow Freddy, soit Mr. Hippo, mais bon, Mr. Hippo, ouais, il a une petite fleur quoi, donc je dirais plutôt Shadow Freddy, et une animatronique, dont on va reparler. Et surtout cette scène. Oui, on ne l'aime pas, mais logique et cohérente. Ça vient du fait qu'ils agissent comme des animatroniques pour gosses. Encore heureux que les gosses les aiment, les trouvent cool, mignons, ce que vous voulez. Bordel, mais vous êtes cons ou quoi? Je suis dans la merde. Je vais déjà différencier un truc. Les autres packs sont des refs qui sont soit utiles, soit inutiles au projet. En gros, ici, on va pas parler de tout. Déjà, des caméos de youtubeurs parce que je m'en bats les steaks, perso. Et aussi des événements qui sont concrets. Vous comprendrez en temps et en heure. Je vais par exemple vous expliquer les origines de Sparky parce que c'est un œuf de Pâques. Mais je ne vais pas vous citer ou approfondir les It's Me. Parce que ça jouerait dans la section suivante. Enfin, même si je vais pas vraiment parler parce que le It's Me a le même rôle que dans les jeux. Donc voilà, mais vous comprenez. Enfin, je vais pas par exemple parler de ça. Parce que c'est pas un easter egg, c'est un fait avéré. J'espère que vous n'avez pas compris parce que la section d'après sera un peu plus intéressante. Et surtout plus... ouais, plus intéressante. Donc Sparky qui vient du même ou plutôt d'un vieux fake sur une animatronique mystère, la 6ème animatronique, etc., etc. Il y a aussi le coffee shop Sparky's, hein, voilà, d'où il serait la mascotte, enfin, peut-être. J'ai pas envie de théoriser parce que bah, ça apporte rien, on s'en fout. À la limite, je le place là comme ça vite fait, mais peut-être que le Sparky's Coffee Shop est une filiale de Freddy Fazbear. Voilà, c'est placé ici et on s'en fout. Après, c'est juste des références quoi. Merde, le costume de Shadow Freddy, bon bah ça peut aussi être Mr. Hippo, hein, comme on l'a dit plus tôt, mais ta gueule c'est magique. D'ailleurs, comme Carlton, dans The Silver Eyes, une des victimes est dans le costume. C'est pour ça que ça pourrait peut-être être un Bonnie aussi, mais bon, Bonnie n'est pas violet, il est bleu. Ella est un personnage de Fazbear Frights du tome 3, mais aussi dans The Silver Eyes. Tout comme la fin du livre, les animatroniques traînent William, qui, encore dans le bouquin, a un nouveau nom, non pas Steve, mais Dave. Mike fait référence aux Family Diners dans le dialogue, alors c'est pas vraiment une ref directe, mais c'est plus un jeu de mots. Et en VF, il va pas dire Family Diner. Les dessins, je ne vais pas en parler parce que c'est long. Mais bon, il y a Balloon Boy parce que la prod sait que la commu l'adore. Et aussi, il y a un lapin blanc. Springtrap fait une ref à Scream, puisque l'acteur a joué Ghostface dans le premier. Stu. Celebrate, le ventilo, le gobelet et certaines cannes sont accurate. Le poster est d'ailleurs mis à jour avec la guitare. Le 8 bits, j'ai besoin de développer. Purple Guy 2 fois. Bon, à 6h du matin. Enfin...
Ça commence dans le noir, voilà, bibi. Médoc de Mike, Médoc de FNAF 4, le merch visible. La Dream Theory en livre, bon, le lapin blanc, soit une ref à Alice dans le Pays des Merveilles, soit une ref à Vanille. L'arc-en-ciel de C est mort, que moi j'aime bien beaucoup, de FNAF World. La glace de FNAF Sister Vacation de Baby. Le fait que William donne des instructions à Mike au téléphone, ref à la théorie du Purple Guy qui est l'homme au téléphone. Payé comme une merde, comme dans le jeu, Mike et Mike. La phrase de Mike sur le fait que les gosses ne grandissent jamais, LOL. Les blasts dans la salle de classe. J'ai pas envie de vous dire ça à voix haute, hein, vous avez l'image, prenez votre pause. Le It's Me, la grosse gueule de Freddy, le nounours de Abby, MDR, l'impact du rêve comme avec Freddy Krueger. C'est-à-dire que Freddy Krueger blesse ses victimes dans les rêves, ça arrive dans la réalité, c'est un peu la même chose. Le t-shirt de FFPS sur l'un des casseurs, et d'ailleurs ce mec se nomme Carl et se fait tuer par Carl. C'est marrant. Bonnie dans le placard, comme dans le premier jeu. Was that the bite of 87? Ok, j'arrête. Le bruit du nounours fait le bruit du nez de Freddy. Le haha de Balloon Boy lorsqu'il n'y a plus de téléphone, comme quand il n'y a plus de batterie dans le deuxième jeu. Les tronches floues des gosses, j'ai du mal à l'interpréter, même à savoir à quel rêve c'est, mais bon, ça existe. La scène dans les arcades avec Foxy, c'est la même que dans Silver Eyes. Le jeu Do Not Feed the Monkey est un jeu qui se fait avec des moniteurs, un peu comme dans le film. Ah oui, dont Abby regarde un dessin animé. Il y a un autre easter egg sur lequel on va revenir, mais dans la partie lore. Vanessa apporte du jaune juste avant de révéler que son popo est le Purple Guy qui a le costume jaune de Spring Bonnie. L'électricité pour stopper les animatroniques, une mécanique de FNAF Sister Location, de FFPS, j'en passe et des meilleurs. Après, il y a beaucoup d'éléments qui sont de l'adaptation dans la mise en scène, la narration, soit le cœur du film, genre le dum-dum de Foxy, son sprint, le décor, ou encore le I always come back, et aussi les bornes d'arcade. Voilà, et comme les dessins, un peu la flemme, et bref, il y a beaucoup d'autres œuvres de Pâques qui sont un peu plus casse-couilles à choper, mais voilà. Et les autres Pâques qui sont plus des éléments d'adaptation, comme je vous l'ai dit. Je veux dire, on peut pas dire que le décor ce soit un œuvre de Pâques, parce que bah, c'est le décor, c'est le cœur même de l'intrigue, connard. Niveau analyse, avant de parler du lore et tout, bah je trouve que le récit se suit. Il y a plusieurs éléments qui ont du sens et qui sont cohérents, beaucoup de répétitions intéressantes, comme un sorte d'engrenage qui ne peut se stopper. Par exemple, l'enfant de Foxy qui blesse Mike, ben, on retrouve Foxy dans la réalité. Et il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas être exhaustif. On va parler de lore maintenant, j'ai assez parlé de références et d'éléments d'écriture. Je sais ce que vous voulez, le lore, les théories. Et on va commencer mollo, tranquillement en établissant une petite timeline du film, des événements, etc., etc. Dans les années 80, un restaurant à succès nommé le Freddy Fazbear Pizza Place est au meilleur de lui-même. Ta gueule, c'est français. Un homme du nom de William Afton commet un léger délit correspondant au meurtre d'enfants. Il travaille dans cette pizzeria, s'il n'en est pas le proprio, 5 enfants sont morts, et parallèlement, Mike, en camping au Nebraska, perd son petit frère Garrett, ce qui nous laisse penser que l'action générale se situe au Nebraska. Et ça a été tourné au Nouvelle-Orléans, mais... Bref, on s'en fout. Le meurtre des enfants a lieu en 1987. Si on en croit la musique des crédits. Donc, le restaurant ferme vers ces années-là. Bref, nous sommes donc en 2000, Mike a bien grandi, et il vit seul avec sa sœur. Afton est devenu Steve Raglan, un faux nom pour des raisons évidentes, puis l'action du film se passe. Simple et efficace. Voilà en gros la timeline du film. Si j'ai bien compris le film. Niveau lore, on a des rêves qui peuvent jouer dans la réalité, le concept de possession d'objets dans les animatroniques, comme dans les jeux, et la dite timeline. Je ne vois rien d'autre à ajouter pour le moment du moins. Bon, maintenant vous allez comprendre la nuance entre les autres packs et tout. Je vais vous démontrer que la marionnette est dans le film. Mais pas comme vous le pensez. Déjà, son OST dans le générique. Alors je vais me baser sur les jeux, je sais que c'est bancal mais bon. On sait qu'elle est présente dans la pizzeria du premier jeu. Hein. Oh là là, c'est que de la supposition, ah ouais. Là, qu'est-ce que tu vas dire? La marionnette est dans le film. Qu'on le veuille ou non, c'est acté, c'est prouvé. Son OST,
ce qu'on sait des jeux, mais là, on peut pas dire que c'est pas vrai. C'est la marionnette. Certes, là c'est des pixels dégueulasses, mais c'est la marionnette. Je vous ai fait un dessin là, pour que vous voyez un peu les tours. C'est la marionnette, ok? Mais ce n'est ni du lore, ni d'une théorie. Parce que c'est prouvé qu'il y a la marionnette. Ce qui est une théorie, c'est plutôt ça. On peut supposer que Gareth est mort avant les 5 enfants. Et que c'est lui la marionnette, le premier enfant en voiture. Bon, encore une fois, oui, je me base un peu sur les jeux et je vous emmerde. C'est surtout le come find me. Viens me chercher, viens me trouver. Qui pourrait dire ça? Est-ce que les enfants, ils auraient donc... Bon, c'est pas fait, mais ils auraient pu le faire. Révéler à Michael que oui, son frère est encore là. S'il avait accepté le marché, son frère est encore présent. Voilà, la théorie sur la marionnette, sa présence, quant à elle, n'est plus à prouver. La marionnette est bien dans le film. Théorie, le popo de Mike serait l'ingénieur de la vidéo présente, expliquant le vrai lien entre la franchise et Mike. Si William avait suivi son collègue pour prendre son enfant, sans rentrer dans le jeu ou les bouquins, etc., donc on s'en fout d'Henry à ce moment-là, juste c'est probable, mais ça se base seulement sur une ressemblance physique. Par contre, le gosse qui hante Golden Freddy pourrait être le fils de William. On le sait, il n'a aucun scrupule à tenter de tuer sa fille, et si son gosse était mort par accident. De plus, comme Vanessa, il est blond, enfin, la manière dont il regarde William, c'est le seul à le regarder agoniser. Mais il y a un élément contre qui peut se contrer, donc. Un élément donc qui propose le fait que c'est pas trop possible. C'est la scène de crédit du début, c'était dur à dire, où l'on voit William Afton kidnapper les gosses. Et il y a son fils. Si on part du principe que c'est son fils, il le fume en avant-dernier, son enfant... Ouais, ça... Ce qui peut par contre argumenter du coup, donc retourner la balance, c'est que les autres enfants peuvent être ses copains, et que William a voulu tuer les 4 gamins, les 4 gosses, et faire de son fils aussi une victime. Mais Vanessa ne mentionne pas de frère, ou le fait qu'il aurait été si cruel qu'il a tué son petit frère, machin, tac tac. Donc, ça reste une spéculation qui se défend, mais qui a ses failles. Tout le but d'une théorie d'ailleurs. Et si William était un fan obsédé des mascottes? Je veux dire, son motif. Il se pourrait qu'Afton, il rende vivant les mascottes à travers des esprits des gosses. D'où les réactions de Vanessa, quand elle les voit, elle est devenue fan par procuration, due à son éducation. Et là aurait été donc la prochaine mascotte chérie à reprendre vie. Ce qui appuie le plus cette théorie, c'est pourquoi il se met en costume. Il meurt, pourquoi il met le masque? Il adore la franchise, c'est un fan des mascottes. Dans les jeux, il le met pour se cacher des enfants, se protéger. Mais là, il n'y a pas de raison. À part en venant, où il contrôle les animatroniques, d'où le dessin. Mais lorsqu'il meurt, peut-être le fait qu'il meurt dans un costume, il va forcément en vivre. Bon, ça tient un peu. Dites-moi quand même ce que vous en pensez. Abby va mourir. Oui, c'est brut, mais c'est juste une théorie. Elle regarde un dessin animé, donc Don't Feed the Monkey, dont on a parlé plus tôt, et on voit le DVD d'un autre dessin animé, Madeline, où le personnage principal est une petite fille aux cheveux rouges, comme Baby, et Abby est un anagramme de Baby. Abby va peut-être connaître le même destin qu'Elisabeth. Maintenant, on va parler du canon. Alors, c'est une spéculation, perso, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, on peut pas l'ignorer. Hein. Il y a 2 axes à prendre. Soit le film permet de résoudre du lore, Vanessa, fille de Mike Schmidt, égale Michael Afton, etc., etc. Ou alors, la timeline. Et si le film était la véritable histoire de FNAF? On le sait, les jeux, c'est des jeux dans les jeux. Si l'histoire du film était la vraie histoire qui a inspiré le développeur indépendant de Hellboy Hill. Pour le moment, c'est possible, c'est probable, ça, on va en reparler, car on a parlé des easter eggs, mais ça peut fonctionner dans les 2 sens. Sparky, pas intéressant pour le développeur, donc il le supprime du jeu, et bon il y aurait un bug qui fait que d'un certain moment il est quand même là parce qu'il l'aurait mis à la base, enfin bref, il y a plusieurs spéculations à faire qui se basent vraiment sur une réflexion et quelques faits, c'est une probable chose, on reviendra dessus lorsque les 3 films seront finis, mais pour le moment, on la met dans un coin de la tête. Le film est cool, mais pas parfait. Bref, soyez gentil et pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant. Blablabla, faites honneur à la fanbase et mangez des légumes. Donnez-moi votre avis sur le film et sur mon analyse si vous le voulez bien. Bref, à une prochaine... Putain, Moni... Billy,
moi, Monica. Mais comment vous m'avez trouvé? J'avais mis une puce dans ton cou. Oh, le stalker. Oh, ferme-la, t'as rien d'humain. On jouait juste au Monopoly. Un jeu quoi? Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.